transition énergétique des transports à l'épreuve va se poursuivre avec 2 tables rondes. La première consacrée au transport face aux enjeux climatiques et énergétiques et la seconde au changement de paradigme dans les transports, entreprises, collectivités et citoyens à la croisée des chemins. L'après-midi sera un temps d'atelier avec 3 grands thèmes. Urgence climatique et sanitaire dans les politiques et actions régionales, qui sera modéré par Johan Pamel, chef d'unité Air Climat Transition énergétique de la DREAL PACA. Vulnérabilité et résilience du secteur des transports, modéré par Jean-Christophe Lédet, chef de mission prospective de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vers une mobilité raisonnée, inciter au transport massifié et collectif et à la micro-mobilité en ville, qui sera, elle, modérée par Yann Servaux, chargé de projet transport collectif urbain et mode actif de la DREAL PACA. Vers 15h30, après un petit repas quand même, nous reviendrons dans cette salle pour assister à la synthèse de ces ateliers, puis aux conclusions de cette journée. Alors je vous propose tout de suite de débuter avec donc la première table ronde, transport face aux enjeux climatiques et énergétiques. Et je vais demander à Laurent Castagnette, directeur de BCO2 Ingénierie, et à Sylvain Zegni, maître de conférence en sciences économiques, de me rejoindre sur cette table. Messieurs, bonjour. Alors, nous allons dresser... Que voulez-vous? Un micro? C'est bon, vous inquiétez pas. Alors, nous allons dresser un état des lieux de l'impact des GES, des gaz à effet de serre, sur le changement climatique et mettre en perspective les engagements de la France et de l'Europe en faveur de la transition énergétique. L'objectif du gouvernement, je vous le rappelle, entre autres, consiste à réduire de plus de 6 millions de tonnes de CO2 par an les rejets à l'horizon 2030, avec notamment le développement de l'hydrogène vert. Au-delà des choix technologiques se pose la question de la conception des schémas de transport et de la mobilité durable et raisonnée. Nous allons évoquer avec vous, spécialistes du climat et de la mobilité, l'impact de nos comportements sur le changement climatique et des pistes d'action, le transport étant avec l'industrie, on l'a vu, un des leviers principaux de réduction des émissions. Monsieur Laurent Castagnette, je vous prends le micro, sinon il ne va pas être content, monsieur Castagnette. Donc vous êtes donc directeur de BCO2 Ingénierie et auteur de livres qui sont ici et qu'on doit voir théoriquement sur l'écran. Le premier, Hervor, ou la face obscure des transports chroniques d'une pollution annoncée, qui avait été publié en 2018. Et La Bougeotte, nouveau mal du siècle, transport et liberté. C'est bien, vous faites bien l'article qui vient juste d'être publié. Alors d'abord, en quelques mots, peut-être nous présenter ce que fait BCO2 Ingénierie. Oui, bonjour. Je suis ingénieur, je suis centralien. J'ai travaillé chez Bouygues pendant 6 ans, puis chez Renault pendant 9 ans dans le développement des véhicules. Et puis depuis 12 ans, en fait, je me suis mis à mon compte à Bordeaux pour faire des bilans carbone. Voilà, donc j'ai créé ma société. On met directeur, comme ça fait bien, mais en fait, je suis tout seul. Depuis 12 ans, avec une clientèle de gros acteurs du bâtiment, régionaux essentiellement, du bâtiment. Pour les événements, c'est plutôt les collectivités, des gros événements, les plus gros, du stade de foot au tournoi de tennis, etc., fête du vin, vous imaginez. Et puis un petit peu dans les transports, j'avais une expérience dans les transports, et puis j'avais une... Oui, allez-y. Allez-y, poursuivez. J'avais une expérience dans les transports de 9 ans et pas tellement de clients dedans. Donc du coup, à un moment, j'ai eu un peu une baisse d'activité vers 2015 qui m'a invité à me lancer dans l'écriture de livres. Voilà. Donc celui de droite qui est petit, non, ça c'est l'autre. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, voilà. Oui, si vous cliquez à droite. Donc le premier, c'est en 2018, c'est celui-là. Donc ça, c'est un pavé en fait. Alors depuis qu'il est sorti, quelques mois après, en fait, les médias s'y sont intéressés parce qu'en fait, en librairie sur les transports, il n'y a que des livres qui racontent l'histoire du progrès technique, les marques, le style, etc. Mais la notion de pollution et d'embouteillage, c'est absolument absent, sauf éventuellement dans des livres d'environnement, mais dans lesquels le transport, c'est juste un chapitre. Donc là, c'est un pavé sur l'histoire des transports, la critique et la prospective. Et puis ensuite j'ai sorti un livre plus petit et plus accessible, un peu plus sociologique, sur la bougeotte, l'analyse historique, pareil, etc. Voilà, donc voilà, pour me présenter. Ok, très bien. Alors depuis un siècle, les transports motorisés n'ont pas cessé de prendre de plus en plus de place. Alors je ne vais pas vous demander de faire un historique. Il y a 170 pages dans votre premier livre là-dessus, donc je sais que vous en êtes capable. Mais à l'échelle d'une vie, quelle a été l'augmentation de la part prise par les transports motorisés? Oui, à l'échelle d'une vie, donc quelqu'un qui serait un petit peu âgé, enfin pas trop aujourd'hui, donc qui a connu les années 50 et qui connaît l'histoire d'aujourd'hui, donc de 1950 à 2019, pour essayer de faire très très simple. En fait, la vision qu'il aura, c'est à la fois une vision de capacité et une vision de trafic. En termes de capacité, on va dire
donc la différence entre 1950 et on va dire 2000, aujourd'hui pour la capacité, 2019 pour le trafic. Le train, grosso modo, ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire que le nombre de, je parle au niveau mondial, hein, le nombre de kilomètres, de lignes de chemin de fer, etc., on va dire c'est à peu près pareil. La voiture, les transports routiers, ça a fait x20 à peu près, en capacité, x20. Ensuite, le transport maritime, c'est plutôt x30. Et le transport aérien, c'est x60. Quand je dis x60, c'est en nombre de sièges d'avion, par exemple. Hein, okay, donc ça, on parle de capacité. Donc on va dire équivalent, 0, enfin aucune augmentation. 20 en routier, 30 en maritime et 60 dans les avions. Et puis ensuite, en termes de trafic, ce n'est pas les mêmes chiffres parce qu'on s'est mieux organisé, on a pu intensifier. Et donc, grosso modo, le transport ferroviaire, l'ordre de grandeur, c'est plutôt x5. Le transport routier, c'est plutôt x30 qu'il verrait. Donc 30 fois plus de choses qui circulent, en gros, sur la route, sur des pneus. Le transport maritime x50. Et le transport aérien, c'est x300. 300 fois plus d'avions, 300 fois plus de kilomètres passagers entre 1950 et 2019. Voilà. Alors justement, quel est l'impact de ces transports sur le climat, puisque vous nous parlez que ça augmente, donc oui. Il y a forcément un impact supérieur. À l'échelle mondiale, alors si vous regardez les camemberts du GIEC, de mémoire, ça doit être 18 ou 20% la part de camembert transport. Mais en fait, ça, c'est vraiment que les émissions directes. En fait, les transports, vous savez très bien, il faut construire des véhicules, fabriquer des routes, en fait, etc. Et ça, en fait, dans les camemberts du GIEC, il faut aller pêcher ça dans l'industrie. Voilà. Donc si on s'amuse à aller chercher tous les petits morceaux des autres camemberts, ce que j'ai fait, on arrive à peu près à 30%. Okay, donc un petit tiers des émissions mondiales. Et donc les émissions mondiales, grosso modo en simplifiant, c'est un tiers les transports, un tiers l'alimentation, un tiers le confort thermique des bâtiments et un tiers les marchandises. Voilà. Donc on est à 4 tiers, hein, tout le monde est d'accord? Oui. On est à 4 tiers, donc ça n'a échappé à personne. Alors je sais que nous sommes à Marseille et que Pagnol nous a appris à ne pas nous étonner des fameux 4 tiers, mais vous avez une explication là-dessus. Oui, évidemment, c'est 4 tiers, mais comme je vous ai dit, si vous transportez de la viande, par exemple, vous l'avez à la fois dans le tiers des transports et aussi dans le tiers de la nourriture. Donc quand je vous ai dit qu'il y avait 4 tiers, ce sont 4 tiers qui se chevauchent en fait. Hein, et c'est bien, et la somme, en biffant les doublons, ça fait véritablement 100%, évidemment. C'était préparé, on vous le dit quand même. Hein. Voilà. Alors, quelle est la part de chaque mode? Oui, alors, et puis après en France, oui, la part de chaque mode, pardon, au niveau mondial, grosso modo, pour faire simple et essayer de retenir les choses, retenez que 40 plus 30 plus 20 plus 10 plus 1 et quelques, bon, aux arrondis près, ça fait 100. Et grosso modo, donc là, on est en climat, hein, impact climatique, parce qu'après, côté pollution, c'est plus compliqué. Donc, grosso modo, les voitures, on va simplifier avec les 2 roues, c'est 40%, les camions, c'est 30%, les avions, c'est 20%, les bateaux, c'est 10%, et le train, etc., le ferroviaire, c'est entre 1 et 2. Voilà, bon, la somme fait 100 aux arrondis près. Un peu plus, oui. Dans les avions, quand je vous dis 20, ça inclut évidemment les traînées de condensation, donc on parle de l'impact sur le climat des transports. Alors après tous ces chiffres peu réjouissants, je suis sûr que vous avez des choses qui vont pouvoir nous rassurer, ou pas d'ailleurs. Et je voudrais vous interroger notamment sur la compatibilité. Est-ce qu'elle est possible entre le développement inexorable des transports, comme on vient de le voir, et les enjeux climatiques? Est-ce qu'on peut associer les deux, combiner les deux? Oui, alors, enfin, moi, j'ai fait effectivement pas mal de travail sur l'histoire des transports. Et bon, pour faire bien, on va citer des grands auteurs. Hein. Donc, par exemple, Paul Valéry qui disait l'histoire donne à l'avenir les moyens d'être pensés. Donc ça, c'est vraiment, vous devez presque vous le mettre au-dessus du lit. Et vous avez 3 heures. 3 heures pour plancher. Et c'est Paul Valéry, d'ailleurs, dans le même bouquin, hein, dont Paul Valéry, c'est 1930 à peu près, qui disait aussi, attention, la Terre, elle est finie. Quoi. Quand on dit, ah oui, mais la Terre, elle est finie, ben oui, en fait, c'est à cette époque-là qu'on a les premiers constats qu'avant, en fait, le colonialisme, alors on peut parler du colonialisme aujourd'hui avec l'Ukraine, mais le colonialisme de l'époque, en fait, la Terre, elle grandissait, en fait. Jusqu'au 19e siècle, on a de nouveaux territoires. On se rend compte à l'époque, ben ça y est, que la Terre, elle est finie maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouveaux territoires à conquérir. Donc c'est ça que dit Valéry. Et ce qu'il dit aussi, c'est que les leçons de l'histoire, elles ne sont pas forcément exactes. C'est-à-dire qu'en fait, les leçons de l'histoire avant cette époque-là, ben c'est une époque d'expansion. Et lui, il écrit, ben, l'expansion, elle est terminée. Donc ça veut dire qu'attention aussi, hein, l'histoire donne l'avenir des moyens de penser, mais il faut faire quand même attention. Donc si on n'avait qu'une seule leçon historique, parce qu'on ne va pas passer 2 heures sur l'histoire des transports, s'il y avait véritablement qu'une seule leçon que je vous demanderais de retenir, c'est quelque chose qui pourrait se dire, en gros, la mise à disposition des masses de transports rapides et bon marché, au lieu de faire gagner du temps aux gens, elles ont augmenté les distances. Voilà, ça c'est vraiment le constat historique sur 150 ans. On a à chaque fois une promesse de gain de temps, quasiment à chaque fois,
Et puis en fait, à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Avec des moyens plus rapides et bon marché, puisque si ce n'est pas bon marché, c'est le Concorde et l'hélicoptère, ça reste complètement marginal. Donc c'est bien bon marché. Monsieur Zegni pourra rebondir là-dessus. Donc c'est rapide et bon marché, du coup ça devient de masse. Et on croit qu'on va gagner du temps, et à l'arrivée, on augmente les distances ou les fréquences et au total, ça fait la même chose. Et ça a été constaté, annoncé par Wells en 1900, constaté avec le métro parisien, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, il y a plein d'exemples au cours de l'histoire qui montrent cela. Alors, je vois les têtes interrogatives dans la salle. Rassurez-vous, après, il y aura un espace pour les questions, pour faire préciser certaines choses aux intervenants. Je voudrais qu'on parle également du transport zéro émission, parce que c'est à la mode, on n'arrête pas d'en parler, que ce soit pour l'avion, que ce soit pour la voiture également. Alors, l'industrie nous promet également des voitures électriques. Elle nous propose la fin de la vente des thermiques dans l'UE en 2035. C'est quand même demain. Vous y croyez à tout cela ? Alors déjà, non, pas du tout. C'est clair. Voilà, bon, question suivante. Non, en fait, déjà, zéro émission, moi, c'est quelque chose qui me fait faire des bonds depuis 20 ans, même quand j'étais chez Renault, on commençait à en parler. Zéro émission, c'est vraiment complètement faux. Voilà, il faut déjà le dire. Vous le savez, que ce soit une voiture électrique, il y a fait une batterie en plus, il faut bien la construire. Après, l'électricité, c'est pas un dessin humoristique, c'est pas les éclairs, on capte l'électricité gratuite des éclairs pour recharger la batterie, pas du tout, il y a des moyens de production derrière, etc. Donc en fait, zéro émission du climat, pour faire très court, mais il y a eu un amalgame qui s'est construit en environ une bonne dizaine d'années dans la réglementation automobile. En fait, les émissions de polluants, le CO2 n'était absolument pas mesuré. On mesurait les polluants et puis on a voulu à une époque stimuler le lancement de la voiture électrique qui n'arrêtait pas d'être annoncée comme émergente et puis de systématiquement couler. Donc comme la voiture électrique n'émettait aucun polluant, on a dit, tiens, même si fabriquer l'électricité, ça émet des polluants ailleurs, on va dire que comme c'est bien pour la ville, on va l'homologuer à 0 g de polluants. Donc c'est vraiment une époque où on s'est dit, c'est un problème de pollution urbaine. Donc si on fabrique l'électricité ailleurs, même de manière polluante, au moins il y en aura moins là où la densité est. Donc à ce moment-là, on va dire que la voiture est à 0 pollution urbaine. Et derrière, ensuite, on se rajoute la question du climat. La voiture électrique ne décolle toujours pas. Donc à ce moment-là, on va dire, tiens, puisque le pot d'échappement ne crache pas du CO2, à ce moment-là, on va dire qu'elle est aussi à 0 CO2. Alors qu'autant à 0 polluant, ça a un sens, puisque comme elle roule essentiellement en ville, effectivement, même si la pollution est ailleurs, on l'a délocalisée. En termes de polluants, ça a un sens. Mais en termes de CO2, ça n'a véritablement aucun sens. Si vous émettez autant de CO2 ailleurs qu'à l'endroit où vous roulez, enfin, je veux dire, c'est une opération blanche, ça n'a juste aucun intérêt. Et là, en fait, derrière, depuis une bonne dizaine d'années, les constructeurs se sont jetés là-dessus pour dire, voilà, 0 g de CO2 au kilomètre, ma voiture, elle est neutre pour le climat, ce qui est vraiment complètement faux. Donc en fait, voilà, c'est construit en fait une espèce de... Ouais, c'est pas une arnaque en fait, c'est pas tellement le mot, il faudrait bien le trouver, mais... Voilà, où après les publicitaires en fait se sont jetés dessus alors que c'était une succession de décisions successives de l'homologation qui allaient dans un bon sens en fait et qui derrière se sont fait complètement attraper par le marketing. Pardonnez le jeu de mots, mais si la voiture électrique ne décolle pas, c'est normal. Je voulais justement vous parler de l'avion. Bon, après, je n'ai pas dit que c'était mauvais la véhicule électrique, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que la notion de zéro était complètement abusive, que ce soit d'ailleurs pour l'avion ou pour la voiture. Après, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Alors, je voudrais vous lancer sur l'avion à hydrogène. Même constat ? En fait, pourquoi j'y crois pas à la fin de la voiture thermique? C'est parce qu'en fait, dans le système qui veut obtenir des véhicules, je dis véhicules au sens large, qui soient bas carbone, puisque c'est le sujet, mais bon, ça peut être basse pollution aussi. En fait, il y a une concurrence à plusieurs étages du système qui fait que quantitativement, ça ne peut pas boucler. Il y a des concurrences au niveau minier. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez que chacun des moyens qui espèrent être bas carbone, et il n'y a pas que la mobilité, hein, loin de là, il n'y a pas que la mobilité, vous avez aussi l'industrie derrière, la sidérurgie, etc. Tout le monde veut être bas carbone, on le comprend. Mais il y a déjà un problème de mines, notamment de mines de métaux. On ne va pas pouvoir ouvrir comme ça en 15 ans, multiplier par 10, 20, 30, 50 la production de cuivre, de tous les métaux. Alors, s'il n'y avait qu'un seul métal qui était avec ce problème, on pourrait se dire, ouais, la technologie, on va réussir à faire des trucs sans ce métal-là ou avec très peu. Mais ce n'est pas du tout le cas, en fait. C'est l'ensemble des métaux, grosso modo, qui sont concernés à des degrés divers. Donc, en fait, il y a un problème de concurrence minière. Si vous aviez qu'un seul secteur qui voudrait faire sa transition, OK, on ouvre quelques mines, ça va passer. Sauf que là, c'est tout le système ensemble qui veut le faire. Donc, sous 20 ans, ouvrir des mines, ça ne se fait pas comme ça. Ensuite, c'est les batteries.
C'est-à-dire que la quantité, quand je dis batterie, c'est batterie en tant que telle, c'est cellules en fait, c'est l'ensemble. C'est pareil, il y a quelque part beaucoup trop de demandes à 20 ans en termes de batterie. Donc il va falloir faire un tri. C'est-à-dire que si dans 20 ans on est capable de fabriquer X milliards de tonnes de kilos de batterie, mais quels sont ceux qui vont pouvoir les avoir? Et toutes les annonces ne sont pas compatibles avec la totalité de la production, même en ouvrant des gigafactories à gogo d'ici 15 ans. Donc on a aussi une concurrence sur la batterie. On a aussi une concurrence sur les énergies renouvelables. C'est-à-dire que tous ces systèmes à zéro machin, ils disent, zéro carbone, ils disent « Ah oui, mais c'est parce que je vais utiliser des éoliennes, etc. » Oui, d'accord, mais ils sont tellement nombreux à le vouloir que rebelote, c'est pareil. Il y aura, même si on construit beaucoup d'éoliennes, il n'y a pas de problème là-dessus, de panneaux photovoltaïques d'ici 15 ans, il n'y aura pas la capacité pour abreuver la totalité des espoirs de la totalité de ces industries. Voyez, par exemple, typiquement, si on prend l'hydrogène, aujourd'hui l'hydrogène, c'est 2% des émissions. L'hydrogène actuel, fabriqué essentiellement avec du méthane, donc très émissif en gaz à effet de serre, c'est à peu près 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie en termes énergétiques. C'est juste colossal. Et ça, c'est pour essentiellement l'industrie chimique, les raffineries. Donc, la question, c'est si on arrive à faire du hydrogène vert, tant mieux. La priorité, c'est peut-être juste de livrer ces gens-là, peut-être de leur faire baisser leurs demandes parce qu'on veut peut-être moins d'engrais chimiques et peut-être moins de raffinage de pétrole. Mais c'est vraiment un principe Shadok. Pour ceux qui savent, vous devez savoir ce que c'est le principe Shadok. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Que d'aller imaginer des moyens extrêmement compliqués du style un avion pour aller, pour le climat, baisser les émissions de CO2. Le plus simple, c'est juste de le livrer déjà à ces gens-là. Alors, je ne dis pas que dans la mobilité, il n'existe pas des niches. Et des niches à l'échelle des 2% dont j'ai parlé, ça peut être du business. Mais attention, ne pas croire l'illusion que la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui est dans la rue, elle sera hydrogène dans 20 ans. Mais c'est une illusion totale. Voilà. Donc en fait, c'est trois niveaux de concurrence, hein. Mine, industrie de la batterie, si vous voulez, et production d'énergie renouvelable. Voilà, c'est juste que ce n'est pas capacitaire pour tous les espoirs cumulés qui sont annoncés. Alors, il y a Willy Walsh, qui est donc le directeur général de IATA, qui est l'organisation qui regroupe tout le transport aérien, qui a déclaré il y a quelques jours: supprimer tous les vols de moins de 500 km éliminerait seulement 3% du CO2 émis par le transport aérien. Ça veut dire, selon vous, que remplacer les trajets aériens par le train entre les grandes villes, puisqu'on en a beaucoup parlé ces dernières années, entre les grandes villes, distance de quelques centaines de kilomètres, ça a si peu d'effet que ça? Ouais, moi, je pense, quand il dit 3%, je pense juste qu'il est optimiste. Voilà. C'est-à-dire que je pense que c'est même moins que ça. En fait, déjà, dans l'aviation, les trajets court courrier, c'est déjà mineur dans l'aviation. C'est l'aviation internationale qui est vraiment de loin le plus impactant. Ensuite, on parle de trajets court courrier très particuliers. C'est ceux dont on dispose déjà d'une gare et d'une ligne qui les lie. Donc c'est pas, je sais pas, Bordeaux-Brest par exemple. Bordeaux-Brest en train, c'est pas demain la veille qu'on va faire un truc concurrentiel. Vous n'allez pas nous parler de Bordeaux-Marseille à la terre. Ah non, moi je fais Bordeaux-Marseille en train, oui. Donc 7 heures hier. Hein. Enfin, c'était 6 heures théoriquement, on a eu un peu de retard, donc 1 heure de plus. Donc j'espère que cet après-midi ça ira mieux. Donc en fait, 3%, je pense qu'il est optimiste parce que déjà c'est peu de cas concernés. Donc en fait, on est en train de, enfin je dis au niveau politique, hein, de s'écharper en fait sur un sujet qui est mineur. C'est pas le gros du sujet que ces lignes-là. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire. Et puis après le deuxième aspect, c'est que je pense, en tout cas, moi je suis à Bordeaux, et à Bordeaux, donc la navette, c'est donc la liaison aérienne qui faisait tous les matins. Il y avait plusieurs avions qui décollaient de Bordeaux pour aller à Roissy, à Orly, donc a été supprimée. Donc il n'y a plus que des avions pour les correspondances. Eh bien, s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, je pense que c'est juste contre-productif de supprimer cette navette. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas la supprimer. Moi, ce que j'ai écrit et tout ça à l'époque, c'est qu'il fallait la réduire fortement, mais pas la supprimer. Par contre, ce qui restait, le taxer fortement pour faire comprendre à ceux qui le prennent que ce n'est pas bien. Pourquoi c'est contre-productif? Parce que l'aéroport de Bordeaux, il est saturé en termes de créneaux aériens. Donc ça signifie qu'en supprimant, s'il n'y avait pas eu le Covid, en fait, en supprimant les décollages Paris-Bordeaux, dès le lendemain, j'exagère pas beaucoup, mais vous auriez des Paris-Budapest à la place, Paris-Londres, etc. Donc en fait, vous ferez le bilan de gaz à effet de serre de l'aéroport, mais vous verriez que supprimer ces lignes-là, si ça se trouve, c'est davantage de CO2 à l'arrivée. Voilà, c'est pour ça que si ça se trouve, il est optimiste en parlant de 3%. En termes de gaz à effet de serre, si ça se trouve, vu que et je pense que Bordeaux, ce n'est pas un cas particulier, c'est-à-dire que quand on parle de navettes comme ça, court courrier, je pense que ça concerne beaucoup des aéroports assez tendus en termes de... Il y a des aéroports qui voudraient s'étendre parce qu'ils sentent qu'ils peuvent augmenter leur business. Donc si on leur supprime des lignes comme ça, ils peuvent en ouvrir d'autres. Alors la dernière question, et je voudrais qu'on voit un peu plus la vie en rose que pour toutes vos interventions.
quelles sont les raisons d'espérer où la transition électrique peut-elle se produire? Il y a bien des endroits où elle peut se produire. Alors, la transition électrique, je pense qu'effectivement, le véhicule électrique, c'est un très beau sujet. Mais la priorité, ce n'est pas du tout la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. C'est juste ça que je veux dire. La priorité, ça va être quoi? Ça va être les deux roues. Les deux roues, surtout pas pour des questions de climat, d'ailleurs, c'est pour des questions de pollution et de bruit. Tous les scooters, tous ces trucs-là, pour moi, ça fait partie de la priorité des priorités que de les basculer en électrique. Bon, déjà, ça fait déjà un paquet des batteries. Si vous imaginez en France, dans 15 ans, on a X millions de tonnes de batteries. Bon, priorité, allez, sous 15 ans, tous les deux roues, c'est fini. Les deux roues thermiques, fini. Ensuite, deuxième sujet, ça va être vraiment le transport urbain intensif. Donc tous les véhicules de collecte, de livraison urbaine, etc. Tout ça, pareil, rebelote. Le livreur de Sud-Ouest de ma rue, il a une vieille Golf diesel. Je le croise quand je vais chercher le pain presque tous les matins. Vous voyez, donc tout ça, toutes ces livraisons urbaines, collecte, etc., électriques. Donc là, de nouveau, tac, vous tapez dans votre stock de batteries. Ça fait partie des priorités. Et c'est d'ailleurs surtout des sujets de pollution. Ensuite, il vous reste des batteries, tant mieux. Vous pouvez avoir de l'hybridation. Après, la question qui se pose, c'est de l'hybridation légère. Légère parce que là, la batterie est très efficace. Elle va être chargée, déchargée très souvent. Donc, ça dépend combien il vous reste de tonnes de batterie disponibles. Mais je pense que la priorité, c'est que la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, elle soit hybride léger. Parce que ça ne consomme pas beaucoup de batterie pour une efficacité en termes de consommation très bonne. Et ensuite, s'il vous en reste, bon, après, vous pouvez vous poser des questions. Effectivement, certains cas de voitures particulières peuvent être électriques. Mais vous voyez, dans le raisonnement, j'ai mis en dernier ce qui aujourd'hui est mis en premier, en fait. Voilà. Et ce qui est mis en premier, c'est même encore pire. Hein. Moi, il suffit d'ouvrir les yeux. Si on laisse le système ne pas se forcer en termes de véhicules électriques, on se réveillera avec un Electric Gate. Moi, c'est ce que j'annonce depuis plusieurs années. Assez bientôt, l'Electric Gate, ça sera quoi? C'est simplement qu'on aura 10% de notre parc électrique roulant. Et puis on constatera que les indicateurs climatiques, pollution, etc. n'auront pas changé. Donc on appellera des ingénieurs pour dire mais c'est quoi ce scandale? Et là on constatera juste qu'on aura gaspillé les batteries. C'est-à-dire qu'en fait on les aura affectées sur des moyens qui ne sont pas du tout efficaces pour les deux. C'est-à-dire qu'en fait on aura une prolifération de SUV de 2 tonnes qui font 500 chevaux et qui ont 600 km d'autonomie. On aura aussi des deuxièmes voitures, des citadines, mais qui seront des deuxièmes voitures de ménage qui feront 5000 km par an, pour lesquelles une petite essence hybride aurait été beaucoup plus efficace que d'avoir concentré les batteries sur des moyens non efficaces. Et alors, des raisons d'espérer, je ne sais pas trop. Alors, je ne sais pas trop. Pourtant, j'y comptais au moins pour une conclusion. Je termine là-dessus pour une grosse méditation. Après, il y aura des questions, mais j'ai fait une interview en janvier, là, qui est en ligne, c'est Green Letter Club, et avant, je l'avais aussi écrit, de se dire... finalement, c'est quoi le sujet principal? On parle l'intervenant d'avant a dit c'est quoi les messages? Moi, s'il y a 2 messages, c'est celui que j'ai dit avant, transport rapide et bon marché, gagner du temps, non, ça rajoute les distances. Et le deuxième, c'est plutôt une question, c'est de se dire en gros quel est le statut des carburants. Moi, je pense que c'est la question principale, c'est celle-là, le statut des carburants liquides, hein, donc gazole, essence, kérosène, etc. La question véritable, c'est est-ce que c'est de la pomme de terre ou est-ce que c'est du tabac? En fait, tant qu'on n'aura pas répondu à cette question, je pense qu'on n'avancera pas. Est-ce que c'est de la pomme de terre? Si c'est de la pomme de terre, c'est un aliment de première nécessité. Donc ça veut dire qu'il faut le détaxer au maximum. Voyez et alors, le problème, c'est que la réponse du système, on la connaît, ça s'appelle les États-Unis. Les États-Unis, l'essence, elle n'est quasiment pas taxée depuis plus d'un siècle. Et la conséquence, c'est quoi? Les véhicules, ils sont 500 kg plus lourds. Le véhicule particulier de Monsieur Tout-le-Monde aux États-Unis, il est 500 kg plus lourd qu'ici. 500 kg. Les gens, ils habitent 5 km plus loin de leur travail que nous. Okay, voilà. Donc la réponse d'un système à une essence hors taxe, en fait, c'est ça, une essence bon marché. C'est ça. Donc est-ce qu'on veut que ce soit de la pomme de terre? À court terme, ça peut être bien, mais alors sur le long terme, la réponse, on la connaît. Ou alors c'est du tabac. Si c'est du tabac, ça veut dire qu'on a une addiction à quelque chose dont il faut se sevrer. Les gens qui fument 3 paquets de cigarettes, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on enlève la publicité. Donc ça veut dire SUV et tout ça, fini la publicité sur des gros véhicules, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On taxe très fortement. Mais par contre, après, on dégage énormément d'argent pour que les patchs soient gratuits, pour que les aides avec les psychologues, etc. Et ça signifierait dans la mobilité, si on dit les carburants, c'est du tabac, à ce moment-là, qu'il va falloir débloquer beaucoup d'argent pour essayer de voir, est-ce qu'au cas par cas, gros fumeur, donc gros rouleur, est-ce qu'il ne faut pas l'aider à déménager? Parce que certaines personnes ne peuvent pas se loger plus près parce qu'ils disent « Ah oui, mais c'est trop cher le logement, je ne peux pas être plus près. » Mais est-ce que ce n'est pas à l'État de financer une partie du déménagement ou du nouveau loyer pour que ces gens-là soient plus près? Est-ce que c'est plutôt côté entreprise? Il va falloir aider les entreprises à se délocaliser régionalement pour se mettre au plus près des bassins d'emploi, soit des tiers-lieux, soit des nouvelles unités. Il y a de l'argent derrière, etc.
Aujourd'hui, enfin, bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Donc voilà, des aides comme ça, des aides sur le nombre d'allers-retours que les gens font pour aller bosser. Voilà, donc alors ça peut passer aussi par des transports en commun, des ramassages et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc la grosse question, et au niveau politique, effectivement, on voit bien, là, j'étais content d'avoir dit ça en janvier parce que ça s'est exacerbé lors des législatives. Ben voilà, est-ce que c'est du tabac ou de la pomme de terre? Je pense que c'est une véritable question. Et je pense qu'il faut arriver à penser le sujet. Allez, je termine là-dessus. Je suis intervenu en marge après une conférence publique où il y avait une dizaine de candidats aux législatives dans l'entre-deux tours. On m'a demandé d'intervenir. C'était autour de l'aviation à Bordeaux. Et il y a l'une des candidates, je tairai le parti, qui a dit « Non, mais moi, je crois en l'avion à hydrogène ». Elle a dit ça comme ça. Et en fait, moi, spontanément, je me suis dit « Waouh, elle croit à l'avion hydrogène comme elle croit en Dieu ». En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut arriver à penser plutôt que croire. Voyez. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit devenir ingénieur, mais il faut au moins essayer de se renseigner un minimum et pas de tomber dans le messianisme technologique. C'est sur lequel je lutte depuis 5 ans. Le messianisme technologique, c'est on est dans la panade. La baguette magique va arriver, tout d'un coup, ça y est, un claquement de doigts, et du coup, je peux continuer à vivre comme avant. Donc tout le sujet va être l'équilibre entre de la sobriété et de la technologie. Je ne suis pas pour le retour aux Amish, pas du tout, mais d'essayer de voir, on ne pourra pas s'empêcher d'avoir de la sobriété, parce qu'aujourd'hui, sinon, les annonces, c'est 3 fois plus d'avions dans 30 ans, 2 milliards de voitures dans 20 ans, c'est ça, hein, les annonces, dont quelques centaines de millions de voitures électriques. Donc vous voyez que la voiture thermique, il y en aura davantage, hein. Il suffit de faire une soustraction. Voilà, bon, allez, j'ai terminé avec ça, sinon M. Zegni ne pourra plus parler. Si, il pourra parler, il aura le même temps de parole que vous en plus. Merci beaucoup, M. Castagnède. Bien, Monsieur Sylvain Zegni, vous êtes donc maître de conférence en sciences économiques à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée. Alors c'est une université expérimentale qui est récente puisqu'elle a été créée en janvier 2020 et elle est spécialisée dans l'étude des villes et des processus d'urbanisation et elle dispose notamment d'un laboratoire ville, mobilité et transport. Donc la première question, quel est son rôle à ce LVMT? Alors pour revenir un petit peu sur l'université en fait, donc l'université a en fait été créée en 2020. Et c'est le regroupement de l'IFSTAR, que certains d'entre vous connaissent évidemment, et d'une université parisienne, donc ce qui permet d'avoir plusieurs sites, plusieurs lieux, plusieurs spécialités évidemment autour de ça. Et donc mon laboratoire, qui est le laboratoire Ville, Mobilité, Transport, donc s'occupe de tous les problèmes, comme son nom l'indique, de ville, mobilité et de transport. Alors ça veut dire quoi? Bien, d'abord, ça veut dire étudier le comportement des acteurs, aussi bien au niveau individuel. Par exemple, on mène souvent des enquêtes sur l'usage des véhicules électriques, l'usage de l'autopartage, etc. Donc tout cela, ce sont des études ponctuelles sur des aires urbaines, hein, essentiellement. Et puis, bien entendu, c'est aussi, on travaille sur la ville, donc aussi sur les problèmes de bâtiments, sur les problèmes des collectivités territoriales, etc. Et donc l'idée, bien, c'est effectivement de travailler sur cet ensemble avec une vision systémique, c'est-à-dire de bien voir les choses. Nous raisonnons avec un système d'acteurs qui ont des moyens, qui prennent des décisions. Et ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de modifier les comportements et les décisions de ces acteurs, évidemment, pour orienter vers moins de pollution, on l'a dit, mais aussi vers moins d'émissions carbone. Voilà, c'est un petit peu l'objet du laboratoire. Donc on travaille essentiellement avec des collectivités territoriales, mais on dispose aussi d'une chaire avec la SNCF, et puis d'une chaire future dont je n'ai pas encore le droit de parler, puisqu'elle n'est pas encore signée, mais bon, avec un gros opérateur. Avec un gros opérateur, non, je ne peux pas, elle n'est pas signée, il y a de gros enjeux derrière, mais donc c'est effectivement des chaires qui nous permettent de lier nos travaux à l'industrie. Par exemple, moi j'ai eu un doctorant en contracif à la SNCF sur le thème du dernier kilomètre, hein, donc le transport point à point, par exemple. Donc aujourd'hui, il n'a pas été embauché à la SNCF parce qu'il était très critique, mais il est dans la région Aquitaine, effectivement, où là, je pense qu'il se venge de la SNCF, bon, puisqu'il est à la direction des transports de la région. Voilà, donc pour ne rien vous cacher. Alors, où en est-on justement aujourd'hui donc, de cette politique de décarbonation dans les transports? C'est un sujet, on l'a vu, dont s'est emparée notamment l'Union européenne, mais aussi la France, l'Union européenne avec le Green Deal. Oui, alors là aussi, je n'aimerais pas casser le moral de tout le monde, mais le Green Deal... Allez-y, M. Castagnède a commencé. Le Green Deal, ce n'est pas grand-chose, c'est 1000 milliards sur 10 ans. 1000 milliards sur 10 ans, nous sommes 450 millions en Europe. Je vous laisse faire le calcul, ça fait 2000 euros
sur 10 ans. 200 € par personne, en faisant un calcul simple. Hein. On ne fait pas d'actualisation, on ne prend pas en compte l'inflation, etc. Donc, vous voyez, 200 € par Européen. C'est ça le Green Deal. Alors évidemment, le Green Deal, c'est financé par quoi essentiellement? Bien, par le plan de relance, hein, puisque vous avez à peu près 600 milliards sur les 1800 milliards qui sont consacrés au Green Deal, et c'est surtout de la réaffectation de dépenses, avec l'espérance d'un effet de levier sur l'investissement privé de 4 à 5. C'est-à-dire qu'on passerait de 1000 milliards sur 10 ans à 5000 milliards. Voilà. Donc évidemment, ça peut paraître effectivement court. Alors d'autant plus que, évidemment, ce n'est pas de l'argent frais qu'on injecterait, hein. Ce n'est pas de l'argent frais. Là-dedans, vous avez aussi la contribution des États pour à peu près 114 milliards. Hein, c'est ce qu'on appelle les cofinancements. Donc l'Europe met de l'argent et puis les États financent. Donc dans ces 1000 milliards, vous avez 114 milliards en fait qui proviennent des États. Donc vous voyez que le Green Deal, c'est très faible. Et ça s'attaque un petit peu, et c'est son grand défaut, à tous les sujets de la décarbonation. Alors on va vous parler des bâtiments, de l'agriculture, des transports, etc., de la production d'énergie, etc., etc. Autrement dit, finalement, ça donne l'impression d'être quelque chose d'important, 1000 milliards, c'est pas rien. In fine, ça fait très peu sur 10 ans, avec des possibles remises en cause. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas remodifier, qu'on ne va pas rajouter de l'argent, que le secteur privé ne va pas s'en emparer, etc. Mais cela étant, ça n'est qu'un mécanisme d'impulsion et pas plus. C'est trop saupoudré, en clair, vous nous dites, mais quels sont les enjeux de ces politiques? Il y a quand même d'énormes enjeux sur ces politiques. Alors, il y a d'énormes enjeux, mais on l'a vu récemment, par exemple, avec ce qu'on a appelé la taxonomie européenne. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Bien parce que l'Europe nous dit vous n'allez pas dépenser n'importe comment, vous n'allez pas faire du greenwashing. Donc, on va faire une taxonomie européenne pour savoir si les milliards dépensés vont bien vers une économie verte. Tout l'enjeu, évidemment, des lobbies au niveau de l'Europe, c'est de faire passer pour une énergie verte. On l'a vu pour le gaz ou le nucléaire, par exemple, pour faire passer des énergies comme vertes. Et effectivement, la taxonomie européenne, on arrive finalement à faire que, oui, c'est vrai, on va se passer du charbon. Bon, si c'était pour ça, effectivement, la taxonomie européenne est effectivement très, très utile. Donc l'idée, effectivement, c'est un premier problème. C'est qu'est-ce qu'on met dans cette taxonomie? Qu'est-ce qu'on considère comme vert? Et vous imaginez bien que les lobbies au niveau européen travaillent beaucoup pour que ce qu'ils produisent soit vert. Il y a notamment eu le cas de l'hydrogène vert, bon, par exemple. Alors c'est très bien, mais ça n'existe pas pour l'instant, l'hydrogène vert. Donc moi je veux bien qu'on finance l'hydrogène vert, mais ça n'existe pas. Alors, bon, on va peut-être l'inventer, mais on aura beaucoup de mal. On a aussi parlé, par exemple, de financer la capture du carbone dans l'air. Alors ça, si vous voulez financer un truc inutile, c'est super. Ça ne marche pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Je pense que Laurent sera également d'accord là-dessus. Ça ne marche pas. C'est expérimental. Et je pense que dans 40 ans, ça sera encore à peine expérimental. Alors, pour tout un tas de raisons, mais pour des raisons techniques. Là aussi, il faut voir l'illusion technologique que l'on maintient dans ce genre de choses. Donc tout cela, ce sont des choses, il ne faut pas se leurrer, ce sont des grands objectifs. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est que l'Europe a créé un fonds, ce qu'ils appellent le fonds de la justice à transition. Donc l'idée, c'est de mettre 7,5 milliards, c'est pas beaucoup, mais c'est pour aider les régions les plus en difficulté pour la transition énergétique, les régions européennes, au sens, effectivement, non pas de régions, au sens des régions françaises, hein, mais des régions européennes. Donc là, vous avez effectivement, dans les pays qui sont les plus en retard, hein, vous avez effectivement des régions en Pologne, par exemple, dans l'Europe centrale pour l'essentiel, mais pas seulement. Donc, effectivement, là, il va falloir aider les régions pour qu'elles passent effectivement à d'autres types d'énergie. 7,5 milliards, là encore, c'est un peu juste. C'est un peu juste. Donc là aussi, il ne faut pas se leurrer, il faudra aussi des investissements étatiques. Hein. L'idée, c'est le complément des États. Il y a également le plan Repower EU, c'est-à-dire qui vient d'être présenté le 18 mai, hein, mais qui a fait l'objet de beaucoup de négociations, qui vise à la fois évidemment à faire des économies d'énergie, mais surtout à restaurer l'indépendance de l'Europe vis-à-vis de la Russie notamment. Pour le gaz, bon, le charbon, c'est pas
c'est mineur, mais surtout pour le gaz et le pétrole. Alors le pétrole, pour le cas français, c'est mineur, hein, les importations de Russie, c'est pas du tout. Pour la Hongrie, ça l'est un peu plus, puisqu'il faut savoir que c'est la Hongrie qui raffine le pétrole russe. Hein, donc il y a aussi un enjeu économique fort. Donc tout cela a bien fait que, in fine, c'est l'indépendance énergétique. Alors vis-à-vis des Russes, et ce que l'on ne dit pas, c'est qu'évidemment, soit on produit notre propre énergie par du renouvelable. On a vu les difficultés que ça posait, parce qu'effectivement, ça dépend de ce qu'on en fait, cette énergie. Soit on s'approvisionne ailleurs. Si c'est pour avoir effectivement du gaz liquide en provenance des États-Unis, c'est-à-dire exploiter finalement et faire de la pollution ailleurs, c'est très bien, on sera certes indépendant de la Russie, on deviendra dépendant des États-Unis, c'est peut-être moins dangereux, mais enfin, on peut discuter. Et puis surtout, on crée de la pollution ailleurs. Donc on importe. Et si on fait le calcul, effectivement, si on fait un bilan carbone en termes de production, bah, effectivement, nous, on ne produit rien. Si on le fait en termes de consommation, ça veut dire qu'on va compter le carbone importé, et là, ça change tout. Donc là aussi, mais je pense que Laurent parlera sur les méthodologies des bilans carbone, tout dépend comment on compte. Et là, ça devient effectivement important. Est-ce qu'on compte simplement ce que le territoire produit? Est-ce qu'on compte ce que le territoire produit, exporte et importe? Tout cela, ce sont des choses qu'il faut penser quand on parle comptabilité carbone. Alors justement, en termes de décarbonation, est-ce qu'on peut décliner un peu ce qui est proposé dans les différents segments que sont le routier, le ferré, l'aérien, savoir un peu quelles sont les différentes approches, s'il y a des différentes approches selon les modes? Alors, essentiellement, donc au niveau européen, c'est la finalisation du réseau transeuropéen de transport hein, d'ici à 2030. Ça, c'est le grand objectif et ça, c'est effectivement très, très important. Pour le reste, eh bien, c'est essentiellement le pari sur la diminution de l'énergie, donc du poids de l'énergie dans les transports, par l'utilisation d'énergies renouvelables. Mais c'est aussi, évidemment, la modification des comportements. Donc, par exemple, au niveau routier, ben, c'est l'alternative à la voiture individuelle. Ça a été dit tout à l'heure, mais la voiture individuelle électrique, il ne faut pas y compter. C'est strictement impossible. Laurent l'a bien dit. Alors, effectivement, ça veut dire aussi la modification de nos usages. Si on pense voiture électrique sans modification des usages de la voiture, c'est strictement impossible. Si effectivement on pense modification des usages de la voiture, modification aussi, pourquoi avoir 3 voitures par famille? Elle fait quoi la voiture qui fait 5000 km? Elle occupe de l'espace, elle occupe du terrain, des parkings, etc. Il y en a beaucoup, sans pour autant être productive. Donc l'idée, eh c'est effectivement modifier nos comportements. Ça veut dire développement des transports urbains, mais aussi interurbains, financement aussi des transports à la demande. Je vous rappelle que c'est quand même dans la loi NOTRe et la loi sur les nouvelles mobilités une prérogative de la région. Donc à vous de jouer. Par exemple, bon, pour ne pas prendre la région PACA, on peut prendre la région Pays de la Loire qui finance effectivement, par exemple, une expérience d'autopartage, la Bretagne, qui va développer un système de train à la demande, très intéressant, en utilisant justement des réseaux secondaires. Donc là, le projet est expérimental, hein, mais le véhicule est déjà construit, les voies sont etc. Et on va voir ce que ça donne, le train à la demande. Ça peut être assez rigolo. Donc ça, c'est un point effectivement important, mais sans modification de nos comportements, ça semble relativement difficile. La deuxième idée, c'est de décarboner. Et là aussi, on l'a vu, décarboner, ça suppose des énergies alternatives, ça suppose de savoir comment on les produit, comment on les stocke, et quelles sont les priorités. Laurent l'a dit tout à l'heure, moi je possède un véhicule hybride léger, c'est largement suffisant. Interdire les véhicules hybrides légers, c'est-à-dire non rechargeables sur des prises, hein. Donc c'est un non-sens aujourd'hui. C'est véritablement un non-sens. Pourquoi? Bien parce qu'on n'a pas les transports en interurbain suffisants, on n'a pas développé les transports urbains de manière suffisante. Donc évidemment, il faut les développer, il faut se donner du temps. Et en 2035, si vous interdisez et que vous ne passez qu'à des véhicules électriques, même en changeant nos comportements, à supposer qu'on ait suffisamment de batteries,
et qu'on réserve la production d'énergie électrique simplement aux voitures, c'est tout simplement pas possible. Donc effectivement, soit on change nos comportements, soit on change notre maillage urbain, mais ça prend du temps. Mais on ne peut pas passer au tout véhicule électrique. En tout cas, tout véhicule électrique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Il y a une expérience qui se mène depuis 10 ans à Paris, où ça se passe très bien, où vous avez des livraisons fluviales qui arrivent au port de Paris. Puis ensuite, vous avez des camionnettes et des camions électriques qui vont livrer les magasins, les entrepôts au sein de Paris. Ça marche très bien. Ce n'est pas infaisable, loin de là. Donc c'est une expérience qui marche, qui aujourd'hui ne pose pas de problème majeur, en tout cas en termes aujourd'hui d'efficacité. Donc on peut décliner tout cela. Au niveau du transport ferré, effectivement, il y a tout ce qui est les gares propres, etc. Bon, ça c'est une illusion. Mais surtout, bien entendu, c'est le niveau de l'aérien. Alors là, je ne reviendrai pas sur l'aérien, mais l'aérien, l'avion à hydrogène, typiquement, si on le voit arriver dans les années 2040-2050, on aura de la chance. Et il est évident que ce n'est pas pour le long courrier. Ça ne peut pas être pour le long courrier. Donc, ça ne peut être que pour du court, voire moyen courrier encore, court, surtout court. Et donc, on va... Monsieur Castagnette souffle court. Donc, qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors, on nous parle des carburants propres, les fameux SAF, SAF en anglais. Là aussi, moi, je veux bien qu'on produise des carburants propres, par exemple en injectant du verre dans les carburants. Ça veut dire qu'on utilise la surface agricole, et donc de la ressource agricole, pour fabriquer des carburants verts, pour nous permettre d'aller à l'autre bout du monde. Il faut être raisonnable. Et de toute façon, même en le faisant, on n'aurait pas assez de carburant pour faire voler nos avions. Alors ça veut dire que si on veut la neutralité carbone, parce qu'évidemment, je suis d'accord avec Laurent, il n'y a pas de zéro émission. Si on veut donc de zéro émission nette, à supposer que on intègre tous les coûts de fabrication de l'avion, etc. Si on veut de la zéro émission nette, ça veut dire capturer du carbone. Et on en revient, effectivement, voilà, on en revient et on boucle. Voilà. Donc je suis très pessimiste. Est-ce qu'il y a une différence entre le fret aérien et le transport de passagers sur ces thématiques? Alors sur ces thématiques, non, parce qu'en fait, il faut savoir qu'avant la crise, 70% du fret aérien passe par le transport voyageur pur ou le transport voyageur combiné. C'est-à-dire que quand vous prenez l'avion, en fait, il y a des marchandises dans la soute. Donc pour les 30%, c'était du fret aérien pur. Donc il n'y a pas de différence effectivement là-dedans. Voilà, c'est la valeur de la marchandise, son encombrement, et puis l'interdiction aussi de certains explosifs, éléments dangereux, etc., dans les avions passagers. Alors, comme M. Castagnette, vous avez parlé de plein de fausses bonnes idées. Est-ce qu'il y a des bonnes idées? Alors, je dirais qu'il y a surtout des bonnes attitudes. C'est-à-dire que des bonnes idées, la voiture électrique, ce n'est pas une mauvaise idée, à condition de savoir ce à quoi ça sert. Si c'est pour la mobilité du quotidien, pour des livraisons en ville, etc., si éventuellement on remplace par des motocyclettes électriques, ça, pourquoi pas, ça me va. Si on maintient l'usage, effectivement, là, non, ça ne va plus du tout. Si, effectivement, alors, je dis c'est une bonne idée, ça peut être une bonne idée, mais ça dépend de l'usage qu'on en fait. La deuxième idée, c'est ne soyons pas bercés par l'illusion technologique. Alors, on l'a bien dit, l'illusion technologique, ça veut dire faire un pari sur l'avenir. En disant, c'est pas grave, dans 15 ans, on a des super chercheurs, on aura trouvé la solution. Puisque dans le passé, on a trouvé des solutions, donc dans l'avenir, on en trouvera. Oui, enfin, on cherche encore à soigner les cancers, c'est pas encore tout à fait. Voilà. Bon, ça fait 50 ans qu'on dit qu'en l'an 2000, on guérirait le cancer, puis maintenant c'est en 2030, en 2050. Donc effectivement, on a fait de nombreux progrès, mais le problème n'est pas résolu. Donc, et pourquoi vous êtes malade du cancer? Soit parce que c'est génétique, soit parce que vous avez des mauvais comportements, ou vous vivez dans un environnement malsain, etc. Mais vous fumez, etc. Donc à un moment donné, il va falloir changer votre comportement pour améliorer la situation. Donc c'est un petit peu ça, un peu l'idée, c'est se méfier de l'illusion technologique, se méfier du niveau de décision que l'on prend, auquel on prend la décision. Vouloir généraliser la voiture électrique dans tout le pays, c'est un non-sens. Vouloir faciliter la mobilité électrique au niveau d'une communauté urbaine, d'une région,
ça peut avoir du sens. Donc là encore, à quel niveau on prend la décision, qui la prend? Changeons les comportements d'ailleurs. D'abord, agissons sur les comportements quand c'est possible. Laurent l'a souligné, quand vous habitez à 1 heure de transport sans avoir d'autres solutions que votre voiture, vous prenez votre voiture. Changeons nos comportements et peut-être faisons qu'effectivement on puisse rapprocher les entreprises, les bureaux, etc. Je prends un simple exemple, l'idée du télétravail. Le télétravail, c'est génial. Génial. Vous travaillez chez vous, plus de transport, plus rien. Donc on fait des économies, on perd moins de temps, on est chez soi, super. Vous utilisez combien d'électricité pour transférer vos documents? Sans parler d'être prisonnier chez vous, de travailler plus longtemps, etc. Je ne suis pas sûr que le bilan carbone soit super positif. Vous éliminez une source, vous en créez une autre. Et puis, on en discute avec Laurent, il m'a soufflé l'idée, donc je vais lui réattribuer, mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes prisonnier chez vous 5 jours sur 6, à travailler non plus 7 heures par jour, mais 10 heures par jour? Vous n'avez qu'une envie, c'est de sauter dans votre voiture ou de prendre un avion pour le week-end partir. C'est pas con, Laurent. Ouais, c'est toute ma vie, ça. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas des vieilles recettes à peut-être remettre au goût du jour? Train de nuit, fret fluvial, sont des choses qui marchaient bien avant. Est-ce que c'est pas revenir à la mode? Ah, ça peut revenir à la mode. Bon, alors, les trains de nuit, oui, pourquoi pas, effectivement. Bon, ça résout une partie des problèmes. Ça veut dire que ça résout, par exemple, le problème de la navette qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, si vous êtes dans un train de nuit, autant passer 7 heures dans un train de nuit entre Bordeaux et Marseille plutôt que de prendre l'avion. Bon, ça, c'est effectivement... voilà. Mais vous ne résoudrez pas tous les problèmes du trafic. Bon, ça va concerner une minorité de clients. Et puis, bon, le transport fluvial. Alors, il ne vous a pas échappé quand même qu'on était en période de réchauffement climatique. Pour faire du transport fluvial, il faut des canaux. Donc, il faut un débit. Plus vous aurez de réchauffement climatique, plus le transport fluvial sera difficile. Vous avez échappé que les centrales nucléaires ne peuvent plus rejeter d'eau aujourd'hui, simplement parce que l'eau est trop chaude. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, quand vous mettez des canaux, je prends l'exemple du canal Seine-Nord-Europe, par exemple, qui n'est pas encore fini, même s'il y a eu des financements. Aujourd'hui, sur la partie française, rien que sur la partie française, il faut détourner 2 sources d'eau pour avoir un niveau dans le canal suffisant tout au long de l'année. Ça veut dire que cette eau qui est détournée, elle ne sert plus à l'agriculture, elle ne sert plus à l'approvisionnement en eau de l'industrie et des individus. Donc, si vous voulez faire du fret fluvial, voilà, par exemple, vous avez la réponse. Alors, sur tout ce que vous nous avez dit, toutes ces problématiques, quelle peut être l'influence finalement des politiques sur un territoire? Alors, elle peut être très grande, à condition qu'ils prennent des bonnes mesures. Ah oui, parce que c'est-à-dire des mesures adaptées. Oui. Non, mais des mesures adaptées à leur territoire. Et chaque territoire ne doit pas se bercer d'illusions. Aujourd'hui, quelle est la capacité, par exemple, de produire pour la région PACA de l'électricité? Est-ce que, comme on l'a vu pour les masques, les régions on pourrait avoir une politique régionale sur les marchés spot d'électricité? C'est-à-dire que les régions deviendraient des opérateurs d'achat d'énergie, par exemple. On peut se poser la question. Donc l'idée, c'est de se dire que faire et à quelle échelle. Et déjà, que faire à quelle échelle? Ça veut dire, par exemple, repenser la ville. On a beaucoup parlé de la ville du quart d'heure. Vous en avez entendu parler, la ville du quart d'heure, c'est très à la mode. Donc l'idée, c'est que toute forme de mobilité inclue, vous puissiez faire vos courses, vous pouvez aller travailler, vous habitez, etc., à un quart d'heure. Que ce soit en vélo, à pied, en train, éventuellement en véhicule. C'est très bien aussi. Les villes peuvent aussi devenir smart, c'est-à-dire intelligentes. On nous parle beaucoup des smart cities et des idiot villages. Attention, il y en a beaucoup à Marseille, des smart cities. Oui. Ça manque pas. Les labels smart city foisonnent et on ne sait pas trop ce que ça veut. C'est surtout des smart grids d'ailleurs. Donc, mais peu importe. Mais ça veut dire aussi que vous allez mécontenter votre population. Je vous prends un exemple. Val d'Europe, vous connaissez peut-être tous. Non, c'est là où il y a Disney. Alors, ils ont eu une excellente idée. Ils n'en ont pas souvent en matière urbaine. Ils ont pris 50 ans de retard, mais bon, c'est peut-être pensé par des Américains. Mais ils se sont dit, tiens, il y a de la géothermie, c'est super.
alors il y a 1% des bâtiments qui sont chauffés avec de la géothermie. Bon, alors on espère que le reste de la construction et puis que les anciens bâtiments pourront être connectés au réseau. Mais pour les bâtiments qui sont connectés, ce sont des bâtiments de bureaux, mais aussi des appartements qui valent très cher. Aujourd'hui, ce sont des appartements qui valent globalement 10 à 12 000 euros le mètre carré maintenant. Donc ça commence à devenir assez cher. Et là, vous avez donc des personnes qui habitent, voilà. Et ils ne peuvent pas augmenter le chauffage au-delà de 19 degrés. Il y a une pétition. Alors, ils ont tous voté écolo aux dernières élections, mais il y a une pétition parce qu'ils voulaient tous être chauffés comme ils voulaient. Donc, y compris à 25, puisque l'énergie était gratuite. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un élu? Vous allez expliquer que non, technologiquement, on a bien un dispositif pour que ça ne dépasse pas 19 degrés. Vous allez donc mécontenter 500, peut-être 1000 habitants aujourd'hui, mais 2000, 10 000 peut-être demain. Or, évidemment, ça veut dire qu'il faut éduquer les personnes en amont. Parce que sinon, si vous leur expliquez que c'est de l'énergie gratuite, parce que globalement c'est de l'eau, alors c'est pas gratuit, parce que la géothermie, c'est pas de l'eau qui passe dans des tuyaux. Il faut une usine, il faut réguler la température, etc. Tout ça n'est pas sans coût. Si vous n'expliquez pas aux gens, bah, oui, ok, c'est quasi gratuit, ça n'a quasiment aucun coût, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant que, puisque ça n'a pas de coût, on peut en user autant qu'on veut, et donc chauffer à 26 ou à 30 votre appartement, parce que bon, quand même, comme vous gagnez bien votre vie, etc., vous voulez vivre dans le confort, bah, c'est pas possible. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, c'est aussi éduquer la population. Il y a des enjeux, et il y a des enjeux quand vous êtes un élu, comme votre nom l'indique, vous êtes élu. Et donc, vous avez des contraintes vis-à-vis de vos électeurs. Oui. Alors, on va revenir un peu sur le transport pour la dernière question, et sans vouloir déflorer le thème de la prochaine table ronde. La neutralité carbone peut-elle être atteinte dans les villes et avec quel levier? Alors, évidemment, la neutralité peut être atteinte. Hein, voilà, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais à l'horizon 2050, on peut, dans certaines villes, effectivement le faire. Donc, les leviers, bien essentiellement, évidemment, ce n'est pas le transport, c'est l'habitat. C'est essentiellement l'habitat. Donc, c'est là où on perd le plus. Je vois vos bâtiments, là, juste en face. Vous aurez du mal. Clairement. Donc, ça veut dire un très, très gros effort d'isolation, de sources d'énergie différentes, etc., etc. Donc, ça, effectivement, c'est le levier majeur. Il n'y a rien à faire au niveau transport? Si, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de choses sur l'interurbain, sur les énergies propres, sur l'autopartage, etc. Il y a plein de choses à faire. Hein. Sur la multimodalité, il y a plein de choses à faire. Donc, à Lyon, par exemple, vous avez aujourd'hui une petite application qui vous permet de choisir le meilleur rapport CO2 et le meilleur calcul CO2, rapidité, etc. Donc, vous êtes dans votre voiture, vous voyez qu'il y a un embouteillage, on vous signale le parking, le bus qu'il faut prendre, etc. Donc, effectivement, personne ne s'en sert. Mais c'est très beau. Mais ça existe. Mais ça existe. Ça existe. Donc ça, effectivement, éduquer effectivement les citoyens pour que ça existe, pour qu'ils s'en servent, pour qu'ils aient réellement un report modal en direct, ça peut effectivement être important. Bon, tout ça sont des micro-leviers, ça ne vous paraît pas comme essentiel, ça ne coûte pas d'argent, donc les élus ont l'impression qu'ils ne font rien, mais en même temps, c'est très, très efficace. Alors évidemment, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est crucial. Bien, merci beaucoup, Monsieur Zegni, pour cette intervention. Bien, je vous propose, avant de faire une pause, de prendre une petite dizaine de minutes pour des questions dans la salle. Donc, il y a un micro qui circule. N'hésitez pas. Et comme la première question est toujours la plus difficile à poser, posez la deuxième d'emblée. Donc, qui a une deuxième question? Oui, monsieur, devant. Attendez, parce que comme on est en visioconférence, si vous n'avez pas le micro, on ne vous entendra pas de l'autre côté de l'écran. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, moi je m'appelle Fabien Albert, je travaille à la Alpaca, donc je suis collègue avec l'organisateur. Une question là. Vous avez beaucoup parlé des véhicules électriques, de la problématique des batteries, des ressources minières, etc., etc. Et je trouve qu'il y a un sujet qui est peu abordé, qui avait été vaguement abordé d'ailleurs par un pré-candidat, on va dire, à la présidentielle, qui a abandonné en cours de route. C'est le véhicule, le petit véhicule qui consomme peu. Genre le moteur à 2 litres, il paraît qu'il y avait un projet
dans les cartons. Pourquoi qui veut répondre? M. Castagnel, M. Zegni? Oui, alors, enfin, l'histoire est truffée de véhicules comme ça. C'est-à-dire que si vous repartez à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, même à la limite, même pendant la guerre déjà, vous aviez des problèmes de restriction d'essence. Donc certains véhicules électriques étaient vraiment tout petits, ont commencé à émerger. Puis à la sortie de la guerre, on s'est dit, voilà, très bien. Donc vous aviez plein de prototypes qui ont circulé, qui ont été faits. Enfin, s'ils ont un petit peu roulé, c'est resté à l'état de prototype. Plus récemment, je sais pas, par exemple, prenons la Lupo 3 litres, par exemple. Volkswagen avait sorti une voiture que vous pouviez acheter, qui faisait 3 litres au 100. Alors 3 litres au 100 à l'homologation, donc c'était voilà. Mais c'était un véhicule à la fois spartiate et assez technologique, et puis c'était un flop commercial complet. Alors en fait, déjà, ce qu'il faut que vous voyez, c'est l'effet rebond. Par exemple, comme je vous ai dit, si les carburants, c'est de la pomme de terre, etc., si demain, admettons que vous ayez un moyen qui consomme 3 litres d'essence, qui soit effectivement populaire, donc ça a été un raté à chaque fois, mais en fait, vous allez diminuer le coût en fait, du kilomètre des transports. Donc vous avez vraiment un risque d'effet rebond. Donc, alors, il y a un auteur, je ne me souviens plus, qui disait, tiens, est-ce que la voiture écologique, ce n'est pas une voiture qui fait 30 litres au 100 ? Parce que comme ça, si votre voiture elle fait 30 litres au 100, en fait, elle va vous décourager de faire avec les trajets du quotidien. Vous n'allez l'utiliser que pour des trajets exceptionnels. Donc faites attention, en fait, l'effet rebond, c'est vraiment quelque chose qui passe au travers, en fait, en général, des études, on va dire, vite faites ou des raisonnements simplistes sur la consommation. Je vous donne 2 exemples. Est-ce que vous avez une idée? Alors, je pose la question à la salle. Depuis 70 ans, on va dire à peu près, 80 ans, quel a été le progrès au kilomètre, c'est-à-dire pour faire un trajet de 10 km, enfin au kilomètre, pour faire un trajet donné en voiture, depuis 70 ans, quel a été le progrès technique? C'est-à-dire en gros, les voitures d'aujourd'hui, en pourcentage, pour faire 10 km, 100 km, combien consomment-elles de moins qu'il y a 70 ans? Deuxième question, les avions par exemple. Vous faites un trajet Paris-Rome en 1950, puisque c'est là qu'on a pris notre référence. En tant que passager, vous achetez un ticket, imaginez en 1950, on vous met le poids CO2 de votre ticket. Puis là, vous refaites le trajet aujourd'hui, on vous met le poids CO2 du ticket. Quelle est la différence en pourcentage, à votre avis, entre l'avion d'aujourd'hui et l'avion de 1950? Donc, sur la voiture, la réponse, est-ce qu'il y en a qui le savent? On a gagné 40%? Qui dit mieux? Ah, il y en a un qui a donné la bonne réponse, là. Il y a un 0%, là. Voilà, en fait, c'est 0. En fait, c'est 0 parce que pour avoir retrouvé des livres d'ingénieurs sur la conception des automobiles des années 30, en fait, les ingénieurs étaient à peu près d'accord dans les années 30 pour considérer qu'une voiture, une automobile, ça consommait à peu près autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. Ok, je vous le redis. Conçu dans les années 30. Donc, conçu dans les années 30, c'est en fait des voitures qui sont sorties juste après la guerre, parce qu'après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, ça a mis le bazar. Donc en gros, c'est l'ancêtre de la 2 chevaux, ça va être la Cox, voilà, ces voitures-là. Donc l'ingénieur automobile, il dit, voilà, une voiture moderne qu'on conçoit dans les années 30, c'est autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. Et donc les voitures, à l'époque, qui sortaient, faisaient 500 kilos, elles faisaient 5 litres au 100. Et les gros véhicules faisaient 1,5 tonne, 2 tonnes, donc 15 à 20 litres au 100. Et aujourd'hui, vous regardez les véhicules, en fait, les citadines les plus petites, elles font 4-5 litres au 100. Et puis les monstres, comme on a dit aux États-Unis, je ne fais pas de publicité, mais la deuxième voiture la plus vendue au monde, qui est la première voiture la plus vendue aux États-Unis, mais c'est un monstre. J'en ai vu une ici hier, mais il y en a encore très peu en France, heureusement. C'est un énorme pick-up, voyez, et ça fait 15 ou 20 litres au 100. Donc en fait, grosso modo, sur l'échelle, voiture, 0. Donc en fait, vous avez des effets rebonds colossaux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le progrès technique, en fait, il est passé dans le confort, dans l'acoustique, dans l'accélération. Effectivement, le trajet, on le fait peut-être un peu plus vite si on n'a pas d'embouteillage. Mais potentiellement, on a des chevaux à gogo dont on se sert peu. Mais voilà, donc 0, bonne réponse. Et sur l'avion, c'est un facteur 10. Donc on a divisé par 10 l'impact. Qui dit moins bien? Parce que 10, c'est beaucoup. On ne savait pas? 0. 0, parce que en fait, en 1950, votre trajet, vous l'auriez fait avec un avion à hélice. Et dans les années 60, en fait, tous les avions se sont convertis en avions à réaction. Le nombre de litres par, on dit litres au 100, donc litres par passager au 100 km en avion. Dans les années 60, il a fait x2. En fait, le Paris-Rome, alors évidemment, vous mettiez 2 heures au lieu de 3, mais dans les années 60, en fait, la quantité de carburant par passager, elle a doublé avec le passage aux avions à réaction. Après,
les ingénieurs ont fait énormément de progrès techniques depuis 50 ans, super, même il n'y a aucun problème. En gros, on a divisé par 4, c'est-à-dire en fait, le trajet en consommation de carburant, donc fin des années 60 et aujourd'hui, c'est 4 fois moins de carburant, super, les ingénieurs. Donc vous dites, bon, on a fait x2 divisé par 4, donc ça fait divisé par 2. Eh bien non. Parce qu'en fait, en 1950, il n'y avait aucune traînée blanche dans le ciel. Parce que les avions, ils volaient à 550 à l'heure et à 5000 mètres. Alors qu'en fait, en montant en puissance avec les avions à réaction, on a pu monter plus haut, donc aller dans un air moins dense. Heureusement, c'est ça qui a permis qu'on a fait que doubler, sinon on aurait quadruplé la conso. Donc on vole à 9 ou 10 000 mètres et donc sont apparus dans le ciel des années 60 la nouvelle marque du progrès, qui était les traînées blanches dans le ciel. Or, les traînées blanches dans le ciel, ça double, à peu près au minimum, ça double l'impact du CO2. Donc finalement, on a fait x2 en carburant, divisé par 4 en carburant. Entre-temps, on a fait x2 sur les traînées de condensation, gain 0. Sauf que l'impact sur le climat, x300. Puisqu'en fait, le trafic a fait 300. Il y a 300 fois plus de trafic en 2019 qu'en 1950. Donc l'aviation a multiplié par 300 son impact sur le climat de 1950. Donc voilà. Bon, c'est bien. Il y en a un qui a trouvé pour l'automobile, mais là, pour l'avion, pas trouvé. D'autres questions? Oui, monsieur devant, et après, ces messieurs-là. Voilà, merci de vous présenter encore une fois. Bonjour, Manuel Cordolet des transports Lomac, spécialisé en rail-route. Merci déjà pour la qualité des interventions à vous tous. Une question, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact du développement du e-commerce? Parce qu'aujourd'hui, on est un peu quand même schizophrène, puisqu'on est tous sur nos téléphones à vouloir commander pour être livré le lendemain, voire le surlendemain, au plus tard. Mais ça passe automatiquement par les camions et... Alors que s'il y avait un peu plus de délai, ça pourrait passer pour une proportion importante par les trains. Voilà. Je vais laisser M. Zegni parler, mais en fait, vous dites tous sur nos téléphones, mais perso, je suis encore en 2G, donc j'y arrive pas. Non, effectivement, on mesure assez bien l'impact, alors qui est récent, de tout ce qui est effectivement livraison individuelle. Donc aujourd'hui, bien effectivement, par exemple, rien que sur l'aviation, si on prend les trajets aviation, je ne parle pas des trajets routiers, bateaux, etc. Donc c'est une augmentation de 10% liée à ce trafic en France. Mais évidemment, ce n'est pas seulement ça, parce qu'il faut calculer effectivement les retombées. Quand vous voulez avoir, par exemple, un gros avionneur qui vous livre des paquets, je ne vais pas citer de marque, mais par exemple un gros avionneur de type DHL, par exemple. Voilà, ça coûte combien à la vie? Ça coûte combien en mobilisation d'air d'entrepôt, par exemple, etc. Donc tout ça, effectivement, c'est des facteurs qu'il faut ajouter à ce transport. Alors moi, je veux bien qu'on livre aussi par drone. Certains le proposent, et ça commence. Mais là aussi, l'impact est très, très fort. Donc, je parlais tout à l'heure de modifier nos habitudes de consommation. Allez chez votre libraire de quartier, c'est quand même beaucoup plus simple que de commander votre bouquin sur Amazon. Vous l'attendrez plus longtemps. Mais si vous multipliez les paquets, effectivement, je parle des livres pour Amazon, mais ils font bien d'autres choses que ça. Donc, effectivement, si on passe à une société du tout consommation, c'est un peu la même histoire que les emails. Effectivement, on ne s'envoie plus de courrier, on s'envoie des emails, on se téléphone pour rien, on s'envoie des SMS. Alors là, je ne sais pas, vous avez tous envoyé des SMS ce matin? Non, pas encore? Allez, avouez, oui. Allez, tous, avouez. Vous détériorez le climat d'une manière encore plus certaine qu'en prenant votre voiture. C'est excessivement énergivore. Bon, donc simplement, si vous prenez en 1 heure le nombre de SMS envoyés en France, oui, les emails, mais ne serait-ce que les SMS, parce qu'on en envoie tous les jours pour rien. Salut, comment tu vas, machin. En plus, ça modifie l'orthographe. C'est l'équivalent de 2 km en voiture. 1 heure en France. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, vous utilisez beaucoup d'énergie. Alors, je ne vous raconte pas les pièces jointes sur les emails, etc., combien ça vous coûte. Donc, c'est tout cela aussi qui modifie nos attitudes. Donc, il faut aussi réfléchir et modifier ses comportements en se disant, mais pourquoi j'envoie un SMS? Alors, vous, c'est rien, mais si vous êtes des millions à dialoguer par SMS, vous imaginez combien ça fait. Alors, moi, j'envoie des SMS depuis ma voiture, donc c'est très grave. Du coup, je cumule. Ouais, sur le e-commerce, en fait, il y a pour moi le plus gros sujet, en fait, mais c'est un sujet fondamental des transports,
c'est que sur le e-commerce, en fait, le prix apparent du transport, il est négligeable. C'est-à-dire que l'avenir du e-commerce, quelque part sans citer d'opérateur, c'est de dire la livraison en drone dans 1 heure, c'est 1 centime. Vous voyez, c'est ça en fait le modèle. En fait, on a un problème de modèle, c'est que le transport, et c'est vrai aussi pour les personnes, en fait, notamment dans l'aviation, c'est un produit d'appel. C'est devenu un produit d'appel, donc en fait, son prix apparent, n'est pas du tout le reflet de son coût. Et je pense que là c'est ce qui est suggéré, c'est-à-dire en fait, il y a un énorme effet rebond attendu. C'est qu'après, ça va être l'escalade. C'est-à-dire votre voisin, il a commandé tel truc en 1 heure, pourquoi pas vous? Enfin, vous voyez, l'achat impulsif. Donc, il ne faut pas raisonner l'e-commerce à iso-commerce. En fait, c'est ça le problème. En fait, le calcul peut être fait, mais la projection, ça serait un effet rebond colossal du transport de l'e-commerce lié à une espèce de frénésie de la rapidité, elle-même permise par un coût apparent zéro, quoi. Enfin, par un prix affiché zéro. Voilà. C'est ce qui se passe au niveau beaucoup dans l'aérien en fait aujourd'hui, où vous avez le low cost qui vit en fait des subventions des régions desservies à qui il promet de l'activité économique par la desserte de personnes. Et à ce moment-là, vous avez des calculs faciles que je peux vous montrer, où en fait vous avez des prix des billets, ça paie à peine, même pas ou à peine le carburant. Donc là, vous dites, mais comment le modèle économique il tourne? Ben oui, parce qu'en fait, il est financé par les terrains d'accueil qui se disent, si les gens atterrissent pas loin, ils vont consommer des nuitées, etc. Voilà. Donc on a un gros problème aussi du transport, et ça commence par l'e-commerce, mais ça touche d'autres sujets, qui est que le transport est devenu, dans pas mal de cas, un espèce de produit d'appel complètement artificiellement pas cher. Oui, excusez-moi, juste pour vous revenir sur ce que vous disiez, on le voit parfaitement quand vous payez votre parking Paris-Gare de Lyon, où votre prix de parking sur 2 jours vous coûte plus cher que le billet de train, quoi. On va prendre encore les 2 questions qui étaient prévues, le monsieur là-bas et le monsieur devant. Je vais demander aux intervenants de faire des réponses courtes, s'il vous plaît. Lionel Pat, l'Adréal. Une question, vous avez montré les limites des solutions technologiques. Elles sont intéressantes quand on raisonne en gain marginal, mais elles posent une question quand on généralise, quand on approche globale de ces solutions technologiques, notamment la voiture électrique. Est-ce qu'on a aussi des travaux de recherche ou, je dirais, pour apprécier la capacité à généraliser une approche plutôt sur la sobriété, qui ne serait pas des gains marginaux avec le covoiturage, le transport collectif, etc., mais qui serait une approche générale de forte sobriété pour atteindre l'objectif de neutralité carbone? Oui, M. Zegni. Oui, il y en a énormément. Hein. Donc ici, effectivement, tous les travaux sur la sobriété, il y a beaucoup d'approches. Il faut quand même raisonner avec une approche systémique, c'est-à-dire à la fois raisonner par niveau, l'interaction entre les niveaux, et agir sur les acteurs. Ça passe aussi par les prix. Hein, on l'a vu tout de suite avec le coût de transport apparent. On le voit, vous avez tous connu, puisque vous êtes tous assez vieux, avec les emails, j'y reviens, où on avait un forfait de 30 heures par mois et on guettait vraiment quand on dépassait le forfait. Vous avez tous peut-être été assez vieux pour payer vos SMS. Aujourd'hui, tout ça est gratuit. Tout ça apparaît dans un forfait. Donc à partir du moment où effectivement vous avez l'impression que le bien est sans coût, ou quasiment sans coût apparent, vous avez un effet rebond fantastique sur l'utilisation que vous faites. Donc là, je parlais de l'exemple du chauffage, mais quand vous dites à des gens, effectivement, la géothermie, ça ne vous coûte rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent 30 degrés dans leur appartement. Comme quand on prend un bain dans l'hôtel, parce que c'est pas cher. En fait, tout l'enjeu de la sobriété, pour moi, c'est la différence entre la sobriété organisée et la sobriété subie. La sobriété subie, vous l'avez vécu, c'est le coronavirus où tout d'un coup on vous dit vous n'avez plus le droit de sortir à plus d'1 kilomètre de chez vous, etc. Vous voyez. Et en fait, de la sobriété subie, il y en a quand même eu dans l'histoire. Alors moi, j'étais trop petit. C'était dans les années 70 où vous avez eu les chocs pétroliers. Il y a vraiment eu de la sobriété subie, c'est-à-dire que par exemple aux États-Unis, la quantité de kérosène était limitée pour les compagnies aériennes, donc il y a eu beaucoup moins de vols. Parce que voilà, il y avait des pays, par exemple la Hollande, la Belgique, si vous interrogez quelqu'un qui est belge, je ne sais pas si dans la salle, qui a plus de 60 ans, il va vous dire « Ah oui, je me souviens, le dimanche, je faisais du vélo ». Parce qu'en fait, c'était interdit de rouler, à part les ambulances, etc. En Hollande, interdit de rouler le dimanche, carrément. Au Japon, vous aviez les stations-service qui étaient fermées les week-ends, carrément. Vous voyez, donc ça c'est de la sobriété, voilà. Mais ça, c'est quand même assez subi. Vous voyez, donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas attendre en fait la sobriété subie,
Parce que ce que je vous ai dit, c'est que l'équation, elle est impossible, l'équation dont on a parlé. Si un seul pays dans le monde, la France, disait « oui, en 2035, 2040, je veux que tout mon parc soit électrique », ça passe. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un pays dans le monde qui veut faire ça. Et c'est pour ça que ça ne passe plus, en fait. C'est une question quantitative. Et puis après, sur le côté marginal, il y a un sujet aussi, c'est l'électricité marginale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend aussi la voiture électrique dans certains pays, dont le nôtre, en disant, comme l'électricité est bas carbone, la voiture électrique, elle est bas carbone. Et ça, c'est un raisonnement complètement faux. Puisque la voiture électrique, si on la développe, elle va augmenter la demande électrique, puisqu'elle se substitue à des véhicules qui ne croisent jamais le réseau électrique. Les véhicules essence, voire hybrides, ils ne croisent jamais le réseau électrique, on ne peut pas les brancher. Donc ça veut dire qu'on augmente la demande. Et augmenter la demande électrique, ce n'est pas du tout pareil que la moyenne, hein. Voyez, c'est pas parce que dans un pays en moyenne vous êtes bas carbone que si vous rajoutez des térawattheures à la fin de l'année, ils seront bas carbone, pas du tout. Ça va dépendre des saisons et tout ça. Et en France, donc là il y a aussi un lobby qui a très bien fonctionné depuis 15 ans, qui fait de laisser croire que parce qu'en moyenne une électricité est bas carbone, on peut rajouter les usages, ça sera bas carbone quand même. Là aussi, il y a un énorme blême. On prend la dernière question pour frustrer personne. Je vais y aller, ça sera plus court. Allez-y. Et je vais vous demander d'être court dans les réponses. Bonjour, Yann Servo de la Dreal Baca également. Vous étiez d'accord pour dire que la voiture électrique, ce n'est pas une solution pour la mobilité individuelle. Et pourtant, en 2035, on ne pourra plus construire de voitures thermiques en Union européenne. Comment ça se fait du coup? Est-ce que s'il n'y a pas de consensus? Ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas pour le monsieur tout le monde en général. Ce n'est pas une solution pour des questions à la fois, donc on a dit, d'impact environnemental sur le calcul et des questions de mobilisation de mines, de machin, que l'équation ne tourne pas. Donc je pense que ça ne se fera pas simplement pour ces raisons-là, parce que d'ici 2035, on va se rendre compte qu'en fait la montée en cadence des ouvertures de mines, des ouvertures d'usines, etc. n'est pas compatible avec ce qu'on a annoncé. Et qu'il y aura, à mon avis, un electric gate, et on va se rendre compte qu'on a gaspillé l'usage. Donc du coup, on va réviser tout ça, je suppose, hein, d'ici 2035. Donc c'est pour ça, je pense que c'est ça qui va se passer. Après, on se revoit dans 15 ans, et puis on verra si j'ai raison. Et on s'est dit rendez-vous dans 15 ans. Alors simplement, imaginons que ce soit possible. Aujourd'hui, vous avez de l'électricité qui coûte encore pas trop cher. Donc, si vous augmentez la demande, il va falloir produire plus. Avec quoi? Alors, vous voulez du nucléaire, moi je veux bien, mais ça ne se construit pas comme ça. Hein. Même les petits trucs, les petites centrales, les mini-centrales, ça ne se construit pas comme ça d'un claquement de doigts. En plus, vous imaginez si plus personne ne roule avec des moteurs, comment l'État va faire pour percevoir des taxes? Il va taxer l'électricité. Oui, c'est une source d'énergie. Donc, ça veut dire que votre électricité, elle va vous coûter aussi cher qu'une d'essence. Alors, un grand merci à Sylvain Zegni et à Laurent Castagnède pour cette première table ronde. On va faire